Bonjour, Aslam Alwan, Marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Mashahou. Mashahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. Nous allons nous retrouver une fois par mois, durant 1 heure environ. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Mashahou, Mashahou. Dans cet épisode, je rencontre Riyad Hadir, graphiste et auteur du roman Pupille. J'ai entendu parler de Riyad Hadir via un podcast qu'il avait fait il y a quelques mois de cela avec Kamel Daoud. Le thème, la science-fiction. À la fin de ce podcast, je me suis précipitée pour aller acheter Pupille et j'ai eu la chance, pas comme certains, de le trouver très facilement. La relation que j'ai avec Pupille est très particulière. C'est un livre qui m'a tout de suite attirée, mais qui m'angoisse beaucoup même. Paradoxalement, le monde que Pupille me présente m'effraie. Mais l'écriture de Riyad me fait beaucoup de bien, énormément de bien. C'est pour à peu près toutes ces raisons que j'ai voulu rencontrer Riyad. Je l'ai contacté sur les réseaux sociaux très simplement, en lui présentant Mashahou et en lui disant que j'aimerais beaucoup qu'il nous narre ça, Mashahou. Il m'a tout de suite répondu d'une manière très enthousiaste, nourrie de beaucoup de bienveillance. Avec Riyad, nous avons parlé de science-fiction, de la place indispensable de l'humour et de la dérision dans son écriture et dans sa vie personnelle. Nous avons aussi parlé de dessins animés et plein d'autres choses que je vous laisse écouter. Mashahou, Mashahou. Bonjour Riyad. Bonjour Taous. Ça va ? Ça va. Et toi ? Ouais, ça va. Ça va, c'est le matin, mais ça va. Ouais. Merci beaucoup d'être en face de moi. C'est moi qui te remercie. C'est un plaisir d'être en face de toi. Super. On se connaît pas du tout dans la vie personnelle. On vient de se rencontrer il y a 10 minutes. Exactement. Voilà. Et en fait, comment on va dire ? Oui, ton enthousiasme, je me rappellerai toujours de ton mail, c'était « L'idée est délicieuse ». Ouais. Voilà. Et juste pour ça, merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Je t'en prie. D'ailleurs, comme je te le disais tout à l'heure, l'idée est délicieuse parce que je l'ai eue. C'est voilà. Ça. Donc en tout cas, marhaba. À Mashahou, si tu veux bosser avec moi, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, Riyad, oui. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier ? Je suis graphiste de formation. Ouais. J'ai commencé à l'âge de 19 ans. Mm-hmm. J'ai fait une petite formation dans une petite école à Oran, là, quand les écoles de graphisme et d'art, entre guillemets, fleurissent un peu partout, parce que bon, je traînais dans les maisons de jeunes, voilà. Et depuis, je gagne ma croûte en faisant le graphiste. Très enthousiaste au début. Ouais. Très vite désabusé. Ah. À cause du... Ouais. Bah, c'est-à-dire que au début, on s'imagine, tu sais, quand on a une enfance un peu qui a baigné un peu dans des espèces de comment dire, de poursuites un peu artistiques, on se voit toujours travailler dans un domaine artistique ou littéraire ou et en fait, la mauvaise surprise vient quand tu te rends compte de ce que c'est réellement que le milieu de la pub et de la com et de... D'ailleurs, je suis jamais tendre avec eux, ni dans mon livre, ni dans mes petites chroniques, là. Mais voilà. Donc évidemment, ça permet de gagner sa croûte, mais ça permet pas de s'épanouir intellectuellement et moralement. Et
on va dire que ça enterre un peu l'âme de quelqu'un qui est un peu idéaliste, un peu, je sais pas, un peu rêveur peut-être. Ouais. Tu l'es? Voilà. Ouais, je présume. Je veux dire, tous ceux qui écrivent des livres sont un peu rêveurs, donc c'est... Ouais, c'est un peu ça. Quand j'étais petit, moi, je me voyais ou interprète ou artiste. Mais j'ai été victime de ce qu'on appelle l'OPF, l'orientation parentale forcée. Ah. Tu seras médecin, mon fils. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça le truc. Et ça me convenait pas du tout, donc c'est pour ça que mon parcours a été un peu chamboulé. Puis certains événements douloureux ont fait que j'étais obligé de travailler très tôt. D'accord. Voilà. Donc je me suis tourné vers ce que je savais faire de mieux. Je me suis dit, bon, je dessine, je tripatouille un peu sur Illustrator et Photoshop, les versions 4 et 5 à l'époque. Je suis vieux. T'as quel âge? J'ai 37 ans. Ah, t'es plus jeune que moi. Ah bon? Ouais, j'ai 38 moi. Ah bah tu vois. À la fin de l'année, hein. Mazel. Ah bah j'aurai 37 ans en juillet. Enfin je sais pas, quand est-ce qu'on enregistre? Quand est-ce que ça va sortir? J'ai 37 ans. Ouais, voilà. Tu as 37 ans. Et non mais donc voilà, c'est on se retrouve à travailler dans un domaine qu'on croit être autre chose que ce qu'il est réellement. Ouais. Et en tant que graphiste, est-ce que tu choisis tes projets? Maintenant, oui. Oui. Avant, non. Oui, bien sûr. Quand on travaille en agence, on peut pas choisir, évidemment. Ouais. Voilà, on prend ce qui vient. Ouais. Mais depuis que je suis en freelance, oui, évidemment, je peux choisir, je peux rejeter des projets, je peux refuser des clients, je peux... C'est peut-être pas bien pour le portefeuille, mais je t'assure que c'est bien pour le moral. Ouais. C'est beaucoup mieux pour le moral. Ouais. Et comment tu fais pour sélectionner les projets que tu acceptes? Sur quoi tu te bases, en fait? Sur le feeling qu'il y a avec le client, en fait. C'est-à-dire que depuis le temps, je sais reconnaître... Je sais pas si je peux me permettre certains termes ou... Ah, si, tout. D'accord. Tu peux te permettre tout ce que tu veux. Depuis le temps, je sais reconnaître un emmerdeur à la première minute, quoi. Ah. Et donc si la personne est est potentiellement un emmerdeur ou une emmerdeuse, je décline poliment en disant que j'ai pas le temps. D'accord. Voilà, non, j'ai pas envie de me faire emmerder, quoi. Mais emmerder dans quel sens? Parce que en fait, il y a des personnes qui te disent oui, me critiquent trop, donc c'est un emmerdeur. Non, c'est pour ça que je veux clarifier ce truc-là. C'est pas ça du tout, c'est que graphiste, c'est un métier. Oui. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, il y a un pote à moi qui est en train d'essayer de monter un collectif de graphistes pour justement revendiquer la qualité de ce métier. Ah, c'est cool. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu vois un type qui, vu sa tête, ferait confiance aveuglément à son plombier ou à son mécanicien. D'accord, t'as raison. Mais quand il s'agit d'un domaine auquel il comprend rien à rien, il se permet de venir te chambouler tout ton boulot, alors qu'il y a une logique derrière qui ne te permet même pas d'expliquer, qui ne comprend pas ce que c'est qu'un pré-croquis. Oui. Il se dit qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas fini. Bien sûr que c'est pas fini, si tu me demandes de changer, qu'est-ce que tu... Voilà, donc ça c'est un emmerdeur, tu vois. Oui. Et je sais le reconnaître heureusement, et j'évite ces gens-là. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas bien pour le portefeuille. Je pourrais, comme on dit chez nous, nafs al qalbi. Ouais. Je pourrais faire ça, quoi, mais non, je préfère pas parce que ça me tue un peu intérieurement à chaque fois. Ouais. Et je supporte pas ça. Voilà. Et depuis combien de temps à peu près t'as ce luxe-là entre guillemets de choisir tes projets? Paradoxalement, c'est depuis des soucis de santé assez sérieux. Ouais. Et en fait, quand tu passes très 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 près de la mort, tu te dis la vie est courte, trop courte pour supporter des emmerdeurs. Ouais. J'ai pas envie de le supporter. Donc c'est une bonne chose quelque part, vu mon parcours actuel, parce que ça m'a permis d'avoir le temps de me consacrer à autre chose, à mes premiers amours, consacrer à mon écriture, de me perfectionner, d'explorer des nouvelles directions, parce que bon... J'écris depuis l'adolescence, comme tout le monde, j'imagine, hein, mais j'écrivais dans mon coin sans jamais faire lire à personne, quoi. Mais là, avec le temps, voilà, avec le temps qu'on gagne, en évitant les emmerdeurs, on peut poursuivre ses rêves, quoi. On peut. C'est aussi bête que ça. Et le rêve pas le rêve, mais donc l'écriture est venue assez tôt, à l'adolescence, c'est ce que tu viens de dire. Oui, c'est assez tôt. Et à partir, quel est le déclic? Comment on se dit je vais écrire un livre et non pas les chroniques. Je pense que tu as commencé d'abord avec tes chroniques.
Non, j'ai commencé Ou avec pas, des petites... en en fait, je finissais rien. On écrit des ébauches. Un beau jour, on apprend ce que c'est que la structure romanesque. On se met à structurer des choses, mais on les finit jamais. On les étoffe pas. On leur donne pas de chair. On leur donne pas de... Puis un beau jour, tu te sens prêt. Un beau jour, tu rencontres une personne qui te pousse un peu, qui te pousse de la bonne manière, Oui. hein, sans s'ingérer, sans... Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il faut se sentir prêt, en fait. Souvent, je ressens un peu le regret de pas avoir, pardon, de pas avoir publié plus tôt. D'accord. Je ressens un peu ce regret-là, mais avec le recul, je me dis non, j'étais peut-être pas prêt à ce moment-là. Ouais. J'étais peut-être pas prêt. Alors, bon, au final, les choses arrivent quand elles arrivent, et puis voilà. Umberto Eco, c'est l'un de mes héros littéraires. Il a publié son premier roman. Bon, c'est un universitaire. Il est linguiste dans sa spécialité. Il a publié une tonne d'essais de publications universitaires et tout. Mais son premier roman, il a écrit à 49 ans. Donc, allez. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me console en pensant à Papa Umberto, quoi. D'accord, ok. Alors, le premier livre que tu écris, c'est Pupille. Ouais. Comment tu pourrais nous le présenter ? Comment je pourrais le présenter ? Ouais. En fait, sur la 4e couverture, j'ai parlé du cœur du récit. Et très souvent, le cœur n'est pas bien compris. Ouais. Parce que les gens attachent encore la notion de foi à la religion. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas. Excuse-moi Riyad, Oui. est-ce que ça t'embêterait si tu nous lisais ta 4e couverture ? Non, pas du tout. Cool. Attends, je te le ramène. Ok, ça marche. C'est juste pour que vous Oui, bien compreniez, vous qui écoutez. Ouais. Alors bon, à la 4e couverture, généralement, on met des extraits, on met l'avis de l'éditeur, ou voilà. J'ai pu obtenir de l'éditeur de rédiger ma propre 4e de couverture, ce qui est sympa. Alors, ça commence comme ça. La foi est l'ardent carburant de notre espèce. La foi divine, idéale, scientifique, matérialiste, amoureuse ou amicale guide l'humain sur le chemin de la conquête. Comme tout carburant, la foi est instable lorsqu'elle est maniée sans discernement. Le dévot devient extrémiste, l'ami ennemi et le savant guerrier. Il est raisonnable de supposer que toute mutation historico-sociale, indépendamment de ses conséquences souvent désastreuses, est le fruit d'un idéal fort et intense porté par une foi inébranlable. Pupille, à travers les différentes facettes de ses personnages, conduit le lecteur sur un chemin maculé de foi brisée, mauvaise ou dévoyée. Une foi saine, fraîche et intacte peut-elle mener vers un salut que l'on croit perdu. Voilà. Merci. Je t'en prie. Et donc, vu que le livre parle de foi, évidemment, il suit un protagoniste principal avec ses amis qui sont, on va dire qu'il y a un trio principal. Mais il y a des interludes, il y a des chapitres qui se passent ailleurs. On entre un peu dans les quotidiens d'autres personnages qui ont d'autres foi. Il y a des personnages qui ont foi en l'amour, qui n'ont jamais abandonné, qui dressent même des autels symboliques à des amours perdus. Il y a des personnages qui sont carriéristes à mort, qui ont foi en leur travail, mais qui peut-être vont virer vers l'extrémisme parce qu'ils ont oublié ce que représentait leur travail à la base. Et voilà. Et en fait, souvent les lecteurs m'écrivent sur internet là pour me donner leurs avis ou pour me poser des questions. Et les rares fois où je reçois des messages de personnes qui ont bien compris cet aspect-là, je suis aux anges parce que c'est exactement ce que je voulais véhiculer. Y a des gens qui pensent que c'est une critique sociale, c'est pas du tout une critique, c'est-à-dire qu'il faut prendre la peine d'aller jusqu'à la fin pour comprendre que c'est pas une critique. Évidemment, si on lit les trois premiers chapitres, on s'imagine que je m'amuse à critiquer et puis basta, mais il y a une fin. Voilà. Et il y a un développement aussi. Oui, il y a un développement avant la fin. Mais en fait, c'est surtout la fin. La fin est une clé de lecture, en fait. Comme je te le disais tout à l'heure en off, la fin, c'est l'épilogue, en fait, la fin. C'est le premier texte que j'ai écrit dans Pupille. T'as commencé par la fin. J'ai commencé par la fin, pour savoir où j'allais, en fait. Faut pas perdre de vue où on va. C'est important, dans la vie comme dans l'écriture. Et la fin est une clé de lecture. Elle est importante. Et si on va pas au-delà des premiers chapitres, voire du milieu du roman, on comprend pas ce que je veux dire. Et c'est dommage. Et moi, j'ai pas la prétention de critiquer qui que ce soit.
j'ai pas la prétention de donner des leçons aux gens, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, je crois. Ouais. J'ai juste envie d'attirer l'attention sur le réel problème. Oui. Le réel problème auquel on fait face. Les gens, un beau jour, choisissent, ou alors on choisit pour eux, une voie dans la vie, et ils ne changent plus d'avis. Ils changent plus d'opinion. Ils sont certains. Ouais. C'est cool d'être certain. Ah punaise, quel confort. Oh là là, ouais, non, c'est pas bien d'être certain. C'est l'ironie. Ouais, je sais. Ouais. C'est je le prends au premier degré, comme la plupart des. Oui, c'est ça. La plupart des professionnels du monde littéraire ont pris mon livre. Donc, voilà, c'est la certitude le problème. C'est ces certitudes-là dans lesquelles on s'engonce et desquelles on sort plus. Je me rappelle, j'ai fait la promo du livre quand même de manière assez active, surtout durant l'année passée. Et je me rappelle de certaines rencontres où il y a des gens qui viennent en pensant que c'est une charge contre l'islam ou contre l'extrémisme islamique, ouais. Alors que ce n'est pas ça. Ouais. Et quand ils entendent mon discours, ils se mettent, quand je dis que j'ai un discours complètement apolitique, les gens qui sont très engagés politiquement me le reprochent, ils me disent comment ça. Je dis écoute, tu es en train de me dire, en fait tu es en train de me traiter d'apostat de ta religion. Oui. Ça te rappelle rien? Ouais. Ouais. Voilà, c'est aussi bête que ça. Tu as des certitudes, ouais. Tu as une idéologie de laquelle tu ne veux pas sortir et tu refuses tout discours qui diffère du tien. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me donner raison là. Donc voilà, il faut s'ouvrir un petit peu pour le finir. Il est pas très long. Ouais. Mais il faut juste 211 pages, je crois, ou 214. 212, je sais plus. Ou un truc comme ça. Et voilà, il suffit juste de s'ouvrir un petit peu pour comprendre ce que je veux dire. Et pour savoir que je suis pas porteur d'une charge contre quiconque. Au contraire, je suis en train de parler de choses qu'on oublie. Ouais. Et qu'il serait peut-être temps d'intégrer dans les discussions. Aujourd'hui, les discussions, c'est juste j'ai raison, t'as tort, ferme-la. Voilà, ça se résume à ça. Ouais. Quel que soit le débat qu'on lit ou qu'on regarde, ça se résume à ça. Ouais. On n'écoute jamais son adversaire, entre guillemets. Et c'est dommage, quoi. Enfin. Voilà. Et tu l'as écrit pour qui, en fait, Pupille? Pour moi. Oui. Pour moi, d'abord, parce que ce sont des choses tout ce que je viens de dire là, en fait, ce sont des choses desquelles je parle avec des copains à moi, avec ma famille, et je vois bien qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Je vois bien que les gens sont pas, pour la plupart, crispés dans des idéologies inébranlables mais voilà, vous savez, on a un vieux dicton chez nous qui dit c'est les marmites creuses qui font le plus de bruit, quoi. Ouais. Il serait peut-être temps de faire du bruit, nous autres marmites pleines, quoi. C'est un peu pédant, c'est un peu voilà, mais oui, allez, j'assume complètement. Ouais. J'assume complètement. Ouais. Voilà. C'est un peu pour ça. Ouais. Et puis pour les lecteurs aussi, hein, je m'attendais pas à ces réactions-là de la part des lecteurs. Je m'attendais pas du tout à avoir ces retours-là de la part des gens. C'est toujours un plaisir. Toujours. Et surtout l'épilogue qui est un peu mystérieux, qui est un peu ouvert à interprétation. Qui est très court. Très court, mais il est ouvert à interprétation. Hyper riche, mais très court. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que les interprétations diffèrent d'une personne à l'autre. Et c'est exactement ce que je voulais. Ouais. Et quand on me demande ce que je voulais dire réellement, je dis non. Je dis c'est un livre qui parle deux fois. Et quelle meilleure manière de terminer un livre qui parle deux fois qu'en faisant appel à celle du lecteur. Qu'est-ce que tu crois que la fin signifie? Ça va dépendre de toi, de ta lecture, de tes sensibilités, de tes... voilà. Et je trouve le message plus fort que si j'expliquais réellement ce que j'ai voulu dire, quoi. Ouais. Même si j'ai une petite idée personnelle, même si moi aussi j'ai des biais personnels, j'ai des opinions, mais j'estime pas que je suis assez important pour les exposer comme ça et pour obliger les gens à les adopter, sinon c'est mes ennemis, quoi. Ouais. Alors du coup, c'est quoi? Pupille, c'est un roman, c'est un essai, c'est un roman. C'est un roman, tout ce qui est de plus fictionnel. Ouais. Entre guillemets. Non, mais c'est une fiction, c'est une dystopie qui se passe dans ce futur proche. J'ai un peu caché sa nature de roman science-fiction au début parce que ça rebute. Ah oui? Ça rebute beaucoup. C'était un sous-genre dans les années 30-40 jusqu'aux années 50 ailleurs.
Et c'est toujours un sous-genre chez nous. C'est toujours quelque chose qu'on méprise, quoi. C'est toujours... alors que le réalisme magique sud-américain, par exemple, il fonctionne sur les mêmes mécaniques littéraires, mais c'est un genre noble. Pourquoi ? Parce que la critique littéraire, on a décidé ainsi, et que nous, on est hyper fort dans le mimétisme, surtout en ce qui concerne le milieu littéraire parisien. Mais là, je suis mauvaise langue, donc j'arrête. Voilà. Mais alors du coup, c'est quoi le déclic où maintenant tu assumes beaucoup plus le genre science-fiction de ton œuvre ? C'est quand le livre a commencé à vivre par lui-même. Oui. C'est quand les gens commençaient à me dire mais attends, ça se passe dans le futur, voilà, oui, évidemment, c'est une dystopie, on dirait du Orwell. À chaque fois, je corrige, non, ça devrait pas te rappeler du Orwell, voilà pourquoi. Ouais. Parce que c'est vrai que les gens, ils ont les références qu'ils ont, mais voilà. Ouais. Mais quand il a commencé à vivre par lui-même, j'ai dévoilé le truc, je commence à en parler comme d'un roman de science-fiction. Ce qui a été une bonne chose, je crois. Ce qui a été une bonne chose, parce qu'en le présentant comme il est, comme un livre sur la foi, ça interpelle. Ça interpelle, et les gens, peut-être, ils vont plus loin que le premier chapitre. Ouais. Ou que la couverture, pour la plupart. Ouais. Parce que les livres de science-fiction sont tout de suite rejetés par une certaine frange du lectorat, par une certaine frange du milieu, d'ailleurs, aussi. Heureusement pas par le jury du prix littéraire Mohamed Dib, qui ont été quand même... qui ont permis à ce livre, qui était un manuscrit à l'époque, d'arriver en finale, ce qui dénote quand même de leur ouverture d'esprit. Et j'étais très très étonné. Ouais. Vraiment très très étonné. Quand j'ai vu qu'il y avait mon nom sur la longue liste, je me suis dit bon bah c'est bien, je suis content. Ouais. C'est cool. Après il est sorti sur la shortlist. Non mais attends, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait des noms connus et tout. D'ailleurs quand j'ai débarqué, tout le monde se demandait qui c'est ce type. Avec ses cheveux et sa barbe et son t-shirt noir. Et son t-shirt noir, ouais. C'est ouais. Donc voilà, non, j'ai mis un polo pour l'occasion. Ah. Mais noir, je présume. Noir aussi. Ouais. Ah voilà. Il y a un col, c'est plus classe, mais voilà. C'est ça. Et non, mais voilà, c'était une expérience très 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 agréable. Surtout quand j'ai rencontré les jurys après, qui m'ont encouragé et qui m'ont. J'ai su qu'il y avait quelque chose à faire, parce que c'est vrai qu'avant de publier, je pense que c'est vrai pour tous les écrivains sincères en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. C'est vrai, c'est très vrai pour les écrivains sincères. Avant de publier, on estime toujours que ce qu'on écrit, c'est pas assez bon. Oui. On estime toujours que c'est pas abouti. On estime toujours que. Et voilà, quand on a les retours comme ça, des retours enthousiastes de professionnels, de gens du milieu, de gens qui savent ce qu'ils disent, ouais, c'est encourageant. Ouais. C'est très encourageant. Et comment t'as réussi à envoyer en fait je sais pas si à la base ça faisait 211 pages, mais comment on arrive à faire le pas et de l'envoyer à l'éditeur ? À l'éditeur ou... Ouais. Ou je sais pas comment ça fonctionne. Non, mais en fait, moi je l'ai envoyé d'abord au concours. D'accord. Et bon, je me suis déplacé sur place, j'ai donné mon manuscrit, moi j'ai suivi les règles, quoi. Il fallait déposer des manuscrits. Si quelqu'un, j'ai écrit un truc et si. Non, mais à l'époque, ils acceptaient les manuscrits. Maintenant, au prix littéraire Mohamed Dib, ils acceptent plus. Il faut que ce soit des livres publiés. D'accord. Je suis arrivé au bon moment. Donc t'es la dernière génération. C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que sur les 4 finalistes, en français en tout cas, pour les autres langues je sais pas, sur les 4 finalistes, 3 étaient des manuscrits. Ok, d'accord. Donc c'est dommage qu'ils acceptent plus les manuscrits parce que apparemment ils peuvent trouver des perles, quoi. Enfin je sais pas, pour les autres en tout cas. Et voilà, je suis arrivé, j'ai déposé le truc et j'ai attendu. Donc t'es passé d'abord par le prix Mohamed Dib et après il y a eu l'édition. Oui. Et après il y a eu l'édition, j'ai déposé aussi, il y a un comité de lecture qui a approuvé et puis voilà, ça se fait. J'ai dû attendre la rentrée littéraire en revanche, j'ai dû attendre le début septembre. Septembre, la rentrée littéraire. 2017. Voilà. Mais voilà, ça c'est normal, c'est les réalités de l'édition, quoi. Il y a des périodes où tout sort, il y a le SILA, voilà. Mais là aussi, j'ai été chanceux parce qu'on m'a permis d'une de rédiger ma 4e de couve, et de 2 on m'a permis de concevoir ma propre couverture, qui est en fait je m'étais posé un jour et je me suis dit si on demandait à une femme préhistorique, parce que ce sont les femmes pour la plupart qui peignaient sur les murs, ce qu'on sait pas encore, parce que c'est une étude récente. Si on demandait à une femme préhistorique de raconter Pupille
sous forme de peinture rupestre, parce que les peintures rupestres, c'est vrai que je m'étale un peu. Mais non, vas-y. Non, mais comme je m'intéresse beaucoup à la BD et à l'art séquentiel, l'art narratif séquentiel, en fait, peinture rupestre, c'est les premières occurrences dans l'humanité d'art narratif séquentiel. C'est-à-dire que ça racontait des histoires, des histoires un peu basiques, voilà, comment on est allé chasser le mammouth. Ouais, le quotidien. Mais ça racontait des histoires, quoi. C'était séquentiel. Si on demandait à une femme préhistorique de raconter Pupille sous forme de peinture rupestre, qu'est-ce que ça aurait donné ? Et voilà, ça a donné cette couverture. J'estime que à la fin de la lecture, tout sera plus clair, en fait. À la fin de la lecture, on se rend compte que, ouais, effectivement, ça raconte tout. Ouais. Et donc, on peut résumer un roman qui compte une flopée de personnages par une image. Ce qui n'est pas... Elle est vachement belle. Hein. Ce qui oui, merci. Ouais. Non, c'est vrai. Alors, belle dans toute... pas simplement esthétique, hein. Mais il y a du sens, Oui, exactement. Ouais. Il y a du sens. Elle parle. En tout cas, elle parle. J'espère que pour le beaucoup. prochain, on permettra aussi de concevoir ma propre couverture, parce que j'ai une petite idée. Donc, il y a un prochain qui arrive ? Il y a un prochain qui arrive, ouais. Ouais. Il est en cours. À peu près quand ? Je sais pas, là en ce moment je suis en mode ermite. Ouais. J'espère qu'il arrivera. Alors, je sais pas, l'épisode, quand est-ce qu'il sortira, tu vois. On s'en fout. Voilà, j'espère qu'il arrive. On est en mai 2019. J'espère le finir avant la fin de l'été. L'été 2019, là ? Oui, j'espère le finir avant la fin. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira. D'accord. J'espère le finir à ce moment-là. Ouais. Parce que je suis en plein dedans. Je l'écris depuis un moment, en fait. Ah. Et là, j'ai décidé de tout arrêter, de tout mettre de côté et de me focaliser dessus. Ouais. Parce qu'il est quand même plus complexe, il va être plus long, je suis allé plus loin, quoi. Ouais. Beaucoup plus loin. Ouais. Pupille, ça t'a pris combien de temps pour le pondre ? Pour le pondre, en fait, c'est une structure que j'avais dans mes tiroirs. Ouais. C'est une structure que j'avais pondue avant. Ouais. Et en fait, je l'ai sortie pour l'étoffer après, pour lui donner un peu plus de chair. Et après l'avoir déposé au prix Mohamedi, j'ai jamais cessé de retravailler dessus, quoi. Dessus, en fait. Ouais. J'ai rajouté un chapitre entier, en fait, entre le prix et l'édition. J'ai remanié certaines choses, j'ai retiré certains interludes. Ouais. J'ai retiré certains interludes parce que je pensais qu'ils cassaient un peu le rythme. Ces interludes-là, précisément. Ouais. Je pensais qu'ils allaient pas dans le sens du roman tel que je le voulais, mais j'en ai fait des nouvelles. Donc peut-être un recueil de nouvelles, un de ces quatre, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est des nouvelles qui sont dans mes tiroirs, ça pourra toujours servir. Ouais. Alors, interlude, alors je me trompe peut-être, mais alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas encore fini ton livre. Et donc je finis un chapitre et là il y a interlude et ça m'a fait penser pas ça me casse, mais c'est le moment pub, tu sais. Oui. C'est et voilà, et en fait moi je voulais savoir pourquoi l'interlude. Est-ce que c'est réellement la pub ? Parce que là tu dis casser le rythme. Moi je trouve pas. Écoute, non, les interludes que j'ai retirés, j'ai trouvé qu'ils cassaient le rythme. Ah, que tu as retiré, oui, d'accord. Que j'ai retiré, je trouvais que ça sortait un peu de la lecture. Voilà, là c'est plus fluide parce que j'ai retiré des trucs. Ouais. Mais en fait, le moment pub, plutôt le moment flash info. Tu vois. Oui, voilà. Alors plutôt le moment on est au Nouveau Maghreb, il y a un flash info qui vient t'informer de ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Et c'est en fait, comme c'est une satire, je voyais bien ça, justement, je voyais bien ça sous la forme de flash info, parce qu'à chaque fois que je regarde les infos, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Oui, c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'on se moque de moi. Je regarde le gars ou la gonzesse et je me dis, mais ça il devrait être payé plus, parce que pour arriver à garder son sérieux en pondant des trucs pareils, c'est un talent de comédien, mais voilà, c'est enfin. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est des interludes qui permettent d'ouvrir une fenêtre vers d'autres. Exactement. Et c'est souvent des flash infos, d'ailleurs, littéralement. Ouais. Voilà, c'est un peu l'intrusion des médias dans la vie de tous les jours. C'est un peu voilà. Et puis en plus, ça renvoie. Les interludes sont pas là par hasard. Ils renvoient toujours à un passage du chapitre précédent au suivant. Oui. C'est toujours pour mettre en parallèle certaines choses. Par exemple, il y a un interlude où il y a des gens en Union occidentale
qui ont affaire à un flash info. Oui. Et comment ils se comportent avec ça. Comment ils se comportent avec le matériel, avec l'Holo TV, avec le... Et dans le chapitre d'après, on a une bonne femme au Maghreb qui assiste à une fatwa en direct, quoi. C'est sur le même modèle. C'est un exemple, mais voilà, c'est juste pour dire que la télé est là pour nous dicter notre façon de penser. Les médias en général, mais les gens, nous, en fait, j'ai pas envie de dire les gens, j'ai pas envie de m'exclure, mais nous sommes esclaves de ces espèces de prêches qui nous dictent notre manière de penser, notre manière de voir les choses, notre manière de tout analyser. On n'analyse plus rien, on ingurgite. Et après, on va régurgiter ça au café, au bar, ou avec les potes, ou avec la famille. Voilà, des opinions qu'on nous a implantées dans la tête. On n'a plus aucune comment dire? On peut parler de libre arbitre? J'allais dire analyse. Mais oui, le libre arbitre, ça marche aussi. Oui, on a aucune latitude d'analyse, voilà. Mais le libre arbitre, ouais, ça fait longtemps qu'on l'a plus. On n'a pas besoin des infos pour ça. Depuis que la notion de gouvernement existe, le libre arbitre a disparu. Voilà, je suis un peu un art sur les bords, donc faut pas... Voilà, c'est... Non, ça va. Okay. Et voilà, ça c'est mes petites opinions personnelles qui sont un peu disséminées, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie de faire la leçon aux gens. Ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Alors moi je te disais tout à l'heure que j'ai pas encore fini ton livre. Oui. Que je le lis de manière très saccadée. Ouais. Alors je suis comment dirais-je, une personne assez émotive, voilà, d'une certaine intelligence émotionnelle et non pas une intelligence autre. Voilà. Hélas pour moi, de temps en temps c'est un peu fâcheux. Du coup, en fait, c'est ce que je te disais, Pupille, je suis en train de le lire comme si je regardais un film d'horreur et que je me cache le visage et que j'essaye en fait de regarder à travers mes doigts parce que je suis curieuse et que j'ai envie de voir et je me dis non, c'est pas possible et on va pas finir comme ça. Et là, la question est arrivée en me disant est-ce que systématiquement les genres science-fiction au niveau cinématographique, au niveau littéraire, alors très peu, je n'ai pas une culture assez florissante par rapport à ça, mais systématiquement science-fiction rime pour moi avec angoisse. Ça, oui, effectivement, tu n'as pas assez de références. oui, c'est ça. Effectivement. Non, la science-fiction d'horreur existe, c'est un sous-genre. La science-fiction d'épouvante, la science-fiction... Mais en fait, la science-fiction, au départ, si on se réfère à sa naissance, si on décide que sa naissance a eu lieu avec des gens comme Jules Verne ou H.G. Wells, c'était une... Si on décide... Attends, si on décide que sa naissance a été... c'est vrai que c'était assez optimiste, quelque part. C'est vrai que c'était parce que c'était l'époque de la révolution industrielle, il y avait une vision très optimiste de la science et du progrès et mais ça a super mal vieilli. Et que ça allait nous amener... Ça a super mal vieilli, mais comme tous les classiques, j'ai envie de dire. Je veux dire, tu lis des vieux classiques américains, c'est quand même vachement réac et raciste, quoi, mais ça reste des classiques. Oui. Tu vois, ça a super mal vieilli, ça aussi. Jules Verne, ça reste un classique. Ouais. Voilà, c'est un auteur classique, même s'il était lui-même très comment dire, très bon sauvage dans sa manière de penser et très antisémite. Donc qui sommes-nous pour juger un type qui est mort depuis, qui est calanché depuis? Voilà, non. C'est la science-fiction à ce moment-là, elle était très optimiste parce qu'on voyait le progrès c'était nouveau. Les machines étaient nouvelles, la science nous permet de faire des trucs. C'était un progrès, ouais. Et très vite, ça a commencé à partir en désenchantement, quoi. Quand on a vu ce que la science pouvait amener dans une guerre comme la Première Guerre mondiale. Tout à coup, la science est dangereuse. Tout à coup, la science est meurtrière. Tout à coup, et c'est pas un hasard si les premiers romans de science-fiction
anglo-saxonnes à proprement parler sont nées durant l'après-guerre, entre les deux guerres en fait. Et à ce moment-là, voilà, c'est vrai que ça commence à devenir un peu plus angoissé, un peu plus... et c'est vrai que ça dépend des sensibilités des auteurs aussi, hein, des auteurs qui étaient plus à gauche, un peu plus à droite, des auteurs qui n'avaient aucune orientation politique et qui voulaient juste s'évader et offrir des récits d'évasion à leurs lecteurs. Je pense que le genre n'est pas coupable, pas plus que la littérature, pas plus que l'art en lui-même, pas plus que... C'est un genre, c'est tout. C'est la personne qui tient le stylo ou qui tient le crayon ou qui tient le clavier qui est responsable de ce qu'elle fait. Ouais. Le genre en lui-même n'est responsable de rien. D'accord. Alors pas la même question, mais le même cheminement, mais avec Pupille. Avec Pupille. Ouais. Dans le sens où ça, en tout cas pour moi, c'est un livre qui me prend vraiment aux tripes. Qui est alors ce qui est paradoxal aussi là-dedans, c'est, et je pense que c'est venu, mais tu nous le diras mieux que moi, je pense que c'est venu par la dérision et l'humour. C'est-à-dire que la lecture globale, en tout cas moi quand je le lis, je chiale, j'ai envie de hurler, j'ai envie de déchirer, ça me prend vraiment aux tripes. Ah non, ne déchire pas. Non, je le déchire pas. Mais si, mais c'est du bout de papier. Ah non, mais c'était des arbres avant, faut sauver la planète. Oui, c'est vrai. Du coup, je recycle. Je le recyclerai, je mettrai dans la benne orange. Voilà. Mais par contre, quand et je le fais pas, voilà, je le déchire pas parce que l'écriture est fluide, c'est pas ça. Oui, je pense que c'est parce qu'il y a de la dérision. Et du coup, je me dis, non, mais Riyad, t'as écrit ça. Alors, on se connaît pas, mais je te parle en même temps. Je te dis, non, mais tu me donnes tout ça, où j'ai envie de vomir. Tu vas quand même me dire que on n'est pas, notre futur, ce n'est pas que ça. Et là, quand il y a des petites notes humoristiques, je me dis, ah, là, t'es en train de me faire un clin d'œil, c'est vachement bien. Merci. Je pense que personne... Optimiste, pessimiste. Optimiste, pessimiste. Ouais. Dans la vie... Pupille, déjà. Après, dans la vie... oui. Ok, alors on va commencer par Pupille. Je pense qu'aucun auteur ne peut prétendre pouvoir prédire l'avenir, quoi. Ouais. Bon, des fois ça arrive. Et c'est vrai que tout de suite, les projecteurs sont braqués sur les gens qui ont correctement prédit l'avenir, quoi, ou leur futur, mais... on parle pas des autres, ceux qui se sont plantés, quoi. Je veux dire, voilà, on peut se planter, y a pas de souci. Moi, l'une des meilleures dystopies du monde, c'est Limbo de Bernard Woolf, qui est complètement méconnu, qui est d'ailleurs sans les bouquinistes d'Oran où j'ai grandi, les bouquinistes des arcades là où on faisait du troc de livres et tout, j'aurais jamais découvert ce livre-là. Il est inexistant en librairie dans notre pays. Il est pas. Donc en termes de prédiction du futur, il s'est complètement planté, le gars. Mais en termes de philosophie, en termes de religion, parce que c'est un livre qui parle de religion, en termes de la toute puissance maintenant dans les médias du cynisme et du cette espèce de détachement qui te fait dire bon bah c'est pas sérieux, il y a 200 000 gosses qui sont morts. C'est pas grave, c'est loin. C'est dans ce sens-là, le cynisme médiatique. Là, il s'est pas trompé, le gars. Il s'est pas gouré. Il a visé juste. Et d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, un mec comme Jacques Attali a utilisé des extraits de Limbo pour parler du monde moderne. Ce livre-là, moi, j'ai lu à 16 ans, j'étais retourné. Il y a eu un avant et un après Limbo pour moi, tu vois. Dans la SF, moi, je lisais des trucs un peu héroïques, un peu. À 16 ans, je lis Limbo, c'est bon, j'ai plus de retour en arrière, quoi. Et voilà. Donc personne ne peut correctement prédire l'avenir. J'espère que je l'ai pas prédit. J'espère vraiment que je l'ai pas prédit. J'espère que notre Maghreb ne va pas devenir le nouveau Maghreb de Pupille. J'espère que toutes ces dérives là idéologiques et sociales n'auront jamais lieu ni chez nous ni chez les autres. Mais comme tu dis, la dérision permet de regarder ça avec détachement. Elle permet de regarder ça avec en se disant bon ok, là on rigole, ça veut dire qu'il n'est pas en train de nous viser. Mais c'est vrai que ça pourrait arriver. Mais c'est vrai que ça pourrait se produire. Et c'est là. Parce que par exemple, en plus tu utilises des trucs hyper concrets. Par exemple, le troc. Alors dans le Nouveau Maghreb, il y a alors pour pas
pour pas tout raconter. Hein, non, mais je pense que je sais de quoi tu vas parler et je crois que tout le monde est au courant. Vas-y. Parce que tout le monde l'a pointé du doigt, ce passage-là. De quoi ? De la contrebande. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, vas-y. Voilà, de la contrebande. En fait, il y a un État indépendant à Mazir et du coup, il y a la contrebande de l'huile d'olive. Ouais. Et là, je suis là, mais l'huile d'olive, elle est sur je l'utilise quotidiennement, oui. tu vois. Voilà, donc il y a des choses qui sont là, très concrètes. La scène de la nana qui se fait, comme tu me disais tout à l'heure, qui se fait arracher les cheveux par son frère parce que elle est en relation amoureuse, etc. Tout ça, on le vit. Oui. Tu vois, oui, on le vit. Mais jusqu'à présent, techniquement, c'est pas cautionné par la loi. Techniquement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est... comment te dire ? Mais c'est pire, c'est cautionné par la morale. C'est ce que je dis, c'est cautionné par la morale, c'est cautionné socialement. Par les citoyens mais pour eux-mêmes. ceux qui savent et pour ceux qui ont le courage de franchir ce pas-là, c'est pas cautionné par la loi. Tu vois ce que je veux dire ? Le malheur, ce serait que la loi donne raison à ces gens-là. Et c'est là que ça va... Ben, là, excuse-moi Riyad, là la loi actuelle, le code de la famille... Oui, non, mais je sais bien. Tu vois, donc juridiquement, tu me parles de loi, c'est aussi cautionné. Je te parle de coups et blessures, en fait. Ah, mais de coups et blessures, hein. Charia. Heureusement que j'ai dit techniquement. Oui, c'est ça. Heureusement que j'ai dit techniquement, sur le papier. Parce qu'en fait, c'est le seul recours, en fait, quand on sait ce qu'on fait. C'est faire face à ces gens-là, à ces exactions-là, par le biais de la loi. Parce qu'il y a toujours des recours un peu juridiques, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, c'est vrai que tout le monde n'a pas ce réflexe-là, d'avoir recours à la justice, les gens se taisent, mais ce que je me dis, c'est que la loi est là, et que c'est un point de départ pour aller vers des lois encore plus justes, encore plus égalitaires, encore plus... Le malheur, ce serait si on régresse, tu vois ? Et... comment dire ? Dans Pupi, c'est ce qui arrive. Dans Pupi, dans ce futur-là, ces actions-là sont cautionnées par la loi. Oui. On peut arracher les cheveux de sa sœur parce qu'on l'a surprise avec un mec. Elle a aucun recours. Ouais. Cette fille-là, aujourd'hui, elle ne le ferait sûrement pas. Mais elle a recours elle peut avoir recours à la loi, tu vois, à la justice pour coups et blessures. Elle le peut. Oui, elle peut se constituer. Voilà. Après, est-ce que la plainte va arriver jusqu'au bout, je ne sais pas. Mais oui, elle le peut. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est-à-dire, elles ne le font pas. Socialement, c'est pas acceptable. Les flics, parfois, ils donnent pas suite aux plaintes, ils donnent pas. Mais quand on est bien représenté, quand on sait parler, c'est ce que je dis en fait. Je suis pas en train de défendre le truc. C'est l'image, oui. Je suis pas en train de défendre le truc. Je te dis juste qu'il y a un point de départ aujourd'hui et qu'on doit le prendre comme tremplin pour aller de l'avant, pour justement aller vers de nouvelles lois. Le malheur, ce serait si ça régresse. Et dans Pupi, ça a régressé. Enfin, ça va régresser. Ouais. Voilà, c'est ce que... Donc ça, c'était... C'est pour ça que je me sers du quotidien, en fait. Parce que ce sont des choses qu'on voit, et on se dit, bon, elle a pas porté plainte, ça devait pas être si grave que ça. Non, c'est pas parce que c'était pas si grave que ça, c'est parce qu'elle estime qu'elle peut pas. Parce qu'elle est prisonnière dans sa tête. Elle ne sait pas qu'elle a le droit de porter plainte, elle sait pas qu'il y a une justice. La justice est là sur le papier, mais elle est cachée. Un beau jour, peut-être qu'elle saura. Ouais. Voilà, c'est uniquement ça, quoi. Riyad, c'est quoi ta plus grande angoisse en tant qu'écrivain ? En tant qu'écrivain ? Ouais. C'est de pas être compris. Ouais. Et en tant qu'être humain ? C'est de pas être compris. C'est de pas être compris. Mais je t'avoue qu'en tant qu'être humain, j'ai tiré un trait dessus, il appelle lurette, parce que bon, on doit faire des efforts pour que tout le monde nous comprenne, voilà. Voilà. Donc t'es passé par l'écriture. Par l'écrivain. Je suis passé par l'écriture non pas pour convaincre les gens qui me comprennent pas, mais plutôt pour atteindre des gens qui sont un peu plus sur la même ligne que moi, quoi. Qui sont un peu plus voisins. Qui se ressemblent, ça semble. Peut-être. Les ces gens-là, en fait, le propre des gens comme moi, en fait, je pense, le propre des gens comme moi, c'est qu'on se sent seul. C'est qu'on se dit de la solitude, c'est qu'on se dit c'est pas possible, je suis entouré de crétins, qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être une main tendue vers ces gens-là qui se sentent seuls pour leur dire non, voilà, il y en a d'autres qui pensent comme vous, il y en a d'autres qui
qui passent par qui passent par le même chemin que vous, quoi, par les mêmes épreuves que vous, par les mêmes incompréhensions. J'espère en avoir atteint quelques-uns. J'espère en avoir inspiré quelques-uns, peut-être. Et puis j'espère avoir été compris par eux. Ouais. Parce que c'est le plus important, en fait. Ouais. Ils ont fait l'effort de me comprendre. Ils ont fait l'effort de se dire, bon, il a écrit un bouquin, on va essayer de lire entre les lignes. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'intellectuels, entre guillemets. Et voilà, c'est tout. Tu te dis intellectuel? Pas du tout. Riyad? Ouais. Arrête. Je sais pas. Arrête, intellectuel. Parce qu'en fait, vous le voyez pas, mais voilà, il a les cheveux longs, il a une barbe. Je vous mettrai les photos. Il est tout mignon. Et puis mignon, gentil. Tu vois, D'accord. T'es un gentil avec un t-shirt noir et tout noir. Ouais. Et c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est. Ouais, peut-être. Je sais pas. Peut-être que je suis gentil, ouais. En tout cas, je m'efforce de l'être. Ouais, je pense que t'es un gentil. Je m'efforce de l'être, ouais. Mais voilà. Pour ce qui est de la compréhension, je l'ai dit, j'ai tiré un trait dessus. Ouais. Je fais plus d'efforts pour les gens qui refusent de me comprendre, quoi. Au bout d'un moment, mon discours est clair. Toi, tu as eu une impression de moi. Je pense que c'est la même impression que je projette sur tout le monde. Normalement, cette impression-là devrait inciter les gens à au moins faire un effort d'empathie. Ouais. Donc dans ma vie personnelle, j'essaie plus du tout, mais vraiment plus du tout de convaincre les gens. Ouais. Et en tant ça m'intéresse plus. En tant qu'écrivain, oui, pas de les convaincre, de me faire comprendre. Ouais. De me faire comprendre. On m'a reproché d'avoir été explicite sur certains passages du livre. On m'a dit il aurait mieux laisser ça dans l'ombre. Non, parce que je ne cherche pas à écrire pour toi. Qui est un lecteur chevronné, qui lit je ne sais pas combien de livres par semaine, qui est au courant de tes dernières sorties. J'essaie d'écrire pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire, qui peut-être sont fâchés un peu avec la littérature parce qu'elle devient de plus en plus hermétique et sélective, et qui sont fâchés avec la littérature algérienne en particulier, parce qu'elle sort du même moule. Hein, c'est toujours je suis crispé et digne, et regardez-moi et je souffre. Et non, plus personne ne rigole en Algérie dans les arts. Plus personne ne fait l'effort d'avoir un petit peu de bonne humeur, quoi. Ça n'existe plus. On a l'impression que pour exister à l'international, il faut se conformer à cette image que les Occidentaux ont de nous. Ouais. Ce sont de pauvres opprimés qui sont très dignes et très fiers. Et voilà, c'est l'image du Maghrébin, et on est obligé d'y correspondre pour exister à l'international, et ça me sidère. Ça me sidère parce que dans mon quotidien, je vois des gens qui aiment bien rigoler, qui aiment bien la vie, qui aiment bien, ils vivent dans la même société que moi, ils font avec. Ce sont pas des opprimés crispés qui passent leur temps à chialer, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent pour rigoler le plus possible, au contraire, tu vois. C'est donc pour ça que j'ai choisi la satire, entre autres raisons. Ouais. La dernière fois que t'as rigolé, c'était quand? La dernière fois que j'ai rigolé. Mais vraiment, genre t'as bien rigolé. Est-ce qu'on peut compter les sketchs, les séries sur... On compte tout. Ah ouais? Pas dans la vie, quoi. Pas juste quelqu'un qui m'a fait... Non. Ok. La dernière fois que t'as super bien rigolé. Où tu t'es dit, oh punaise, j'ai une barre de rire là. Attends. C'était sûrement en regardant la dernière série de Ricky Gervais. D'accord. Qui s'appelle Afterlife. Ok. Je vais la décrire et tu vas voir que c'est pas du tout marrant. C'est un mec. Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. C'est un mec qui est en pleine dépression parce qu'il a perdu sa femme. Il est en mode suicidaire. Il se plonge dans la drogue, dans l'alcool. Il n'a plus aucun repère. Oui. Il n'a pas le courage de franchir le pas, de se suicider, mais il fait tout pour faciliter la tâche au destin, quoi. Il abandonne tous ses filtres, il dit la vérité aux gens, justement pour se faire rejeter, pour accentuer sa souffrance, pour trouver le courage de se suicider. Et c'est la série la plus drôle que j'ai jamais vue.
et c'est extrêmement drôle. Et il faut la regarder. Voilà. Parce que c'est Ricky Gervais, c'est un génie de l'humour. Voilà pourquoi. Il peut nous faire rire avec n'importe quoi, même avec un sujet aussi déprimant que ça. Alors, j'ai oublié l'auteur, mais là, quand tu le décris, il y a un livre aussi qui est vachement bien, et qui s'appelle Le Magasin des Suicidés. Et c'est exactement ça. De qui ? Tollet, je crois, Jean Tollet, c'est un vieux livre que j'avais eu en main. Le Magasin des Suicidés. Oui, Le Magasin des Suicidés. Je chercherai. Et en fait, on est dans un monde comme ça où la règle, c'est comment français, bien... Jean Tollet, ça, oui, je crois que c'est un truc français. Ah tiens, c'est inhabituel pour les Français d'être dans Ouais, c'est un auteur français. Jean Tollet, je crois. C'est plutôt britannique, comme l'humour absurde. Oui, comme ça, voilà, ça c'est très british, mais c'est pour ça que... D'ailleurs, par exemple, l'une de mes principales influences, c'est Douglas Adams. C'est un mec d'une érudition, d'une culture, c'est incroyable ce que ce type-là peut te raconter. Oui. C'est incroyable. En dehors de ses livres, et tous ses livres sont satiriques. Il choisit de s'exprimer par l'humour. Il choisit de s'exprimer par la science-fiction complètement barrée, par des polars encore plus barrés que ses romans de SF, et voilà, Douglas Adams aussi, c'est l'une de mes influences principales dans le ton, en fait, de Pupille. Dans ce ton-là. Limbo est très drôle aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Je sais pas, il faut savoir rigoler de ses malheurs, je crois. Il faut savoir rigoler de ses malheurs. Il y a une lectrice, une fois, une personne très bien, qui est professeure, qui m'a dit: est-ce que vous n'avez pas l'impression de trivialiser le drame en adoptant l'humour? Et là, je lui réponds, dans la littérature actuelle, algérienne plus précisément, tout est dramatique, de A à Z, depuis le début du livre jusqu'à la fin. On chouigne, on chiale, on pleurniche, on n'arrête pas. Et du coup, plus rien n'est dramatique. Dans la vie de tous les jours, quand on subit un drame, quand quelque chose vraiment... quand une catastrophe vous arrive, quand vous perdez un proche, quand vous passez près de la mort, quand... Je sais pas, il peut arriver plein de choses dans une vie. La vie continue, vous devez faire face à l'absurde du quotidien. Ça s'arrête pas, quoi. Et c'est ce que j'essaie de retranscrire dans Pupille. Il y a des événements très, très marquants et qui sont juxtaposés avec la réalité absurde du quotidien, avec les crétins qui peuplent notre quotidien, quoi. Et du coup, l'événement est encore plus marquant. Parce qu'on part d'une situation légère et tout à coup, il y a une... Mais c'est vrai que ça peut arriver. C'est vrai que ça peut arriver. Je veux dire, quand depuis le début, l'auteur pleurniche, on s'attend à ce qu'il y a un moment, il va y avoir des coups, des têtes coupées, des injustices. Des injustices, des machins. Enfin bref, voilà. Surtout quand la promotion est enveloppée dans des mensonges. Passons. Et mais voilà, le dramatique passe de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus marquante quand il est entouré de cette légèreté qui fait notre quotidien. Voilà. Je trouve que c'est le bon ton pour parler des drames. Je trouve que c'est le ton qu'a employé Tahar Djaoud dans le dernier été de la raison, par exemple. C'était un ton très léger et pourtant ça parlait d'une éventualité pas très gaie pour notre pays, quoi. Dans ce livre-là, ça parlait de l'éventualité de l'accès au pouvoir par le fils. Et si les élections n'avaient pas été annulées, que serait notre pays aujourd'hui? Voilà, c'était un livre très drôle. Il y a des moments très... voilà. Donc il a bien compris le truc, on nous l'a enlevé trop tôt, il aurait pu aller plus loin avec ça. Mais vraiment, c'était ça. C'était ce qui était marquant dans ce livre-là, c'est cette juxtaposition entre le drame et la légèreté. Voilà. Est-ce que tu as un livre de chevet ou une musique de chevet ou un film de chevet ou... Un livre de chevet. Je change tout le temps d'avis. Je crois pas au livre de chevet là permanent qui est tout le temps là. Je change d'avis. Il y a des livres qui m'ont marqué, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des livres qui, évidemment, ils font partie ce sont des dates dans ma vie. Quand je les ai lus, il y a un avant et un après. Mais il faut toujours être ouvert, quoi. Il faut toujours aller à la découverte d'autres choses. J'essaie de lire en fait, c'est peut-être mon côté un peu anticonformiste. Je me tourne toujours vers les livres qu'on dédaigne, qu'on dénigre, ah non, mais ça c'est de la merde, laisse tomber. Ah bah tiens, c'est intéressant. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est.
Là, en ce moment, ça doit faire 1 an que je ne lis plus que de la recherche pour mon roman. Ah ouais. Donc, je vais pas te dire ce que c'est comme recherche. Non, je te dirai pas. Voilà. Je respecte. Mais c'est vrai qu'il y a depuis 1 an, je lis que ça. Ouais. Tu lis beaucoup. Voilà. Alors voilà, c'est l'image qu'on a, que genre quand on est écrivain, il faut qu'on lise beaucoup. D'accord. Est-ce que tu lis beaucoup? Tout à l'heure, j'ai dit que l'un de mes héros, c'était Umberto Eco. Ouais. Umberto Eco, on lui a posé cette question. Ah ouais. Il a dit. Alors réponds-moi comme lui. Il a dit, moi, je ne lis pas de livres, j'en écris. Ouais. J'ai pas la prétention de vraiment pas. C'était juste pour citer le bon mot de papa Umberto. Ouais. Mais non. Là, en ce moment, en fait, c'est vrai que ça m'éloigne. J'ai 2 livres que. Alors l'un, on me l'a prêté et l'un, on me l'a offert. Mm-hmm. Je devrais les lire. Je peux pas. D'accord. Parce que, je l'ai dit, depuis 1 an, je suis en train de... C'est pour ça que j'ai envie de le boucler pour vivre un peu. Parce que non seulement il y a une part de recherche que j'ai envie vraiment de ne pas foirer, j'ai envie qu'il soit aussi authentique que possible. Ouais. Et il y a aussi beaucoup d'aspects personnels dans ce livre-là. Ouais. Pas du vécu, pas de l'autobiographie, mais il y a vraiment de mes tripes dedans. Ouais. Et c'est douloureux, ça. Ouais. Et il y a des moments, c'est comme un accouchement, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a des moments où il faut que ça sorte. C'est le moment. C'est le moment. Voilà, on peut plus garder ça en nous, on peut plus, il faut que ça sorte. Ouais. Et voilà. Donc c'est à ça que je m'attelle en ce moment. Il faut que je le sorte, il faut qu'il soit fini. Ouais. Que le manuscrit soit de côté. Je penserai à l'édition après, mais voilà. Ouais. Une fois qu'il sera sorti, je pourrai me tourner vers autre chose. Ouais. Et mais en termes de musique, c'est drôle que tu parles de ça parce que je suis incapable d'écrire sans musique. Ah. Je suis incapable, mais vraiment. Hein. Ouais. Je peux pas écrire dans le silence. J'ai toujours un casque vissé sur les oreilles. Si on frappe à la porte, ils sont mal barrés les gens. C'est ça. Heureusement, si c'est quelqu'un qui me connaît pas, il restera dehors. Si quelqu'un qui me connaît, il va m'appeler. Dis je suis devant chez toi. Mais voilà, je suis incapable d'écrire sans musique. C'est pas possible. C'est comme ça. J'ai besoin d'une bande originale en fait. Ouais. J'ai besoin de tout visualiser pour écrire. D'ailleurs pour Pupi. J'allais te dire, et tiens, si Pupi devait avoir une bande originale, ce serait quoi? Et voilà. Et bah tiens, justement, j'y venais. Pour Pupi, je cherchais de la musique traditionnelle africaine pour me mettre dans le bain. Parce qu'il y a eu un moment où j'avais besoin de ça. Et je vais sur Bandcamp, qui est un site où des artistes indépendants peuvent poster leur musique et elle est en vente. Mm-hmm. Elle est en vente beaucoup plus librement que sur iTunes. Les artistes sont rémunérés un peu plus généreusement. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas les 30 secondes. Là, tu écoutes le morceau dans son entièreté, s'il te plaît, tu peux l'acheter. Ah, c'est cool. Voilà. Ouais. Je vais sur Bandcamp, je cherche un peu, je fouine là, musique. D'ailleurs, il y a une classification qui m'emmerde, je m'étale encore. C'est world music, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas anglo-saxon, c'est la musique du monde. Ah, ça m'emmerde. Okay. Et dans la littérature aussi, il y a ça, tu vois. Oui. Il y a les livres du monde, genre les livres maghrébins, c'est crispé, machin. Les livres africains, enfin bref, c'est une forme inversée de racisme qui me fait gerber. Il y a une chronique là-dessus sur mon blog d'ailleurs. Oui. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc je cherchais de la musique et je tombe sur un guitariste sud-africain qui reprend des airs traditionnels maliens, traditionnellement joués au kora. Mm-hmm. Il les reprend à la guitare. Il reprend des airs à 2 koras sur une guitare. Ce type, il fait des transcriptions. C'est un malade. Ouais. Il s'appelle Derek Gripper. Ok. Je lance quelques notes, ça me plaît. C'est instrumental, c'est soft, c'est cool, c'est sympa. Et là, je vois des scènes. Ce type m'a accompagné durant l'écriture de toute la dernière moitié de Pupi, en fait. Ouais. Et en fait, j'ai gardé ça en moi un petit moment et j'ai fini par lui écrire, le gars. C'est cool. Je lui ai dit, voilà où ta musique m'a emmené. Il a été très sympa, on s'est échangé plusieurs mails. Il m'a même envoyé une vidéo où il a parlé de ça lors d'un de ses concerts. Ah, c'est cool. Ouais. Je sais pas si ça lui a fait plaisir, ça a peut-être dû lui faire plaisir. Mais très sérieusement, sa musique m'a inspiré vraiment beaucoup. Ouais. C'est de la musique instrumentale. Mmh. C'est magnifiquement bien joué. Mmh. Et
En fait, ça permet... C'est comme une drogue psychédélique, en fait, la musique. Ça te permet de visualiser des choses. T'es en train d'écrire, tu t'arrêtes et tu vois la scène se dérouler devant toi. Ce qui, dans le silence, n'arrive jamais. Dans le silence, je sais pas si peut-être ma nature pessimiste reprend le dessus, ou mes idées noires, ou... Dans le silence, ça n'arrive pas. Avec de la musique, ça arrive. Voilà. Là, pour le prochain, je suis en train d'écouter un autre genre de musique, mais évidemment, ça dévoilerait... beaucoup trop de choses si j'en parle. Non. D'accord, non, je te laisse. Un prochain match-up. Voilà. Grave, avec plaisir. Okay. Dis-moi, si tu avais un conseil à donner à une personne qui t'écoute, là, qui nous écoute, et qui veut pondre lui aussi un livre, tu lui donnerais quoi comme conseil? Est-ce que je peux donner une série de conseils? Oui. D'accord. N'imite personne. Tu peux t'inspirer, mais il faut digérer ses influences, il faut les régurgiter après. Il faut jamais imiter. Ne montre jamais ce que tu écris à ton entourage. Proche ou moins proche. Moins proche, ça dépend, il faut être très sélectif. Mais proche, jamais. Proche, jamais, parce que... Non pas parce que, bon, dans certains cas, ils sont juste malveillants. C'est la vérité. Hein. Dans certains cas, ils sont juste malveillants, c'est pour rabaisser la personne. Et dans d'autres cas... C'est juste la nature humaine qui reprend le dessus. On se sent obligé de donner une opinion. Et c'est souvent une opinion qui est à côté de la plaque. Et comme la personne est proche, on accorde l'importance à son opinion et ça enterre peut-être quelque chose qui aurait pu être beau. Donc non, ne demandez pas l'avis de vos proches. Faites votre trou tout seul ou toute seule. Travaillez dans votre coin et restez vous-même. Restez vous-même. Il faut pas aller chercher, comment dire, faut pas se dire voilà, ça a fait du succès, je vais faire la même chose. Ce qui est le cas de la littérature algérienne, littéralement durant les 30 dernières années, quoi. Je veux dire, regarde, je sais pas si tu te balades aussi là à chaque fois, mais tous les ans il y a des nouvelles parutions sur les 3 gros thèmes algériens là. Alors la guerre de libération, la décennie noire et balade dans la Casbah. Au bout d'un moment, la Casbah, on connaît. Moi, je vais pas à la Civa. Ça va? Je boycotte. Oui, t'as bien raison. Mais je veux dire, moi, je suis obligé d'y être. Oui, c'est vachement bien. Mais même dans les librairies, je veux dire, j'en ai marre de voir les mêmes thèmes disséminés sur une chier de livres, quoi. C'est, au bout d'un moment, sortez de tout ça, quoi. Sortez de tout ça. Moi, je suis à fond versé dans la culture africaine. Et il y a un symbole africain qui s'appelle le sankofa. Oui. Tu vois ce que c'est? Ok. C'est un oiseau qui en vol se tourne pour prendre derrière lui un œuf qui, dans les représentations en couleur de symbole, est doré. Cet œuf-là, il est doré. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la nation africaine en envol, la tribu ou même la personne pour laquelle ce symbole veut dire quelque chose, en envol, dans un déplacement, on va dire, vers l'avant, quoi. Et qui se retourne vers son passé pour y puiser ce qu'il y a de précieux. C'est pour ça que l'œuf est doré. Pour épuiser ces trésors-là qui peuvent notre passé pour pouvoir mieux voler et mieux aller de l'avant. Le souci, c'est que chez nous, le sankofa, on l'a un peu remixé à notre sauce, et c'est un oiseau à l'état stationnaire, et qui se retourne pour ramener dans son bec tout ce qui est œuf pourri et probablement ce qui sort du même endroit. Et on n'avance pas. Et on n'avance pas. On n'avance pas du tout. C'est bien d'aller chercher un peu de sagesse dans le passé, mais nous on s'enterre dans notre passé et Le passé, c'est notre présent. Le passé, c'est notre futur. Notre futur, notre présent. Chez nous, c'est marrant parce que... Tu me l'as dit chez nous. Enfin. Oui, bon... Oui, non, mais En fait, que ça tourne tout le temps sur ce truc-là. Et en fait, moi, je voulais savoir, est-ce que pour toi... cet aspect-là est simplement au niveau de la littérature algérienne ou tu englobes tout ça dans tout ce qui est art algérien? Le théâtre. Dans l'art, c'est peut-être un peu moins scruté. Il y a beaucoup plus de fulgurances libres. Et qui sont malheureusement pas médiatisées non plus, faut pas rêver. Mais il y a beaucoup plus de fulgurances libres. Il y a beaucoup plus de... Les artistes osent plus que les écrivains. Parce qu'en fait la littérature elle a un impact direct parce que elle a un impact direct sur tout le monde. Tout le monde lit, mais tout le monde n'apprécie pas l'art, quoi. Je veux dire, ça reste un truc de niche chez nous.
Et ce qui est malheureux, c'est que justement, c'est à cause de cette immédiateté de la lecture que tout se fait au premier degré dans la littérature. Plus rien n'est laissé entre les lignes, plus rien n'est laissé à l'interprétation des lecteurs, plus rien n'est laissé à une éventuelle relecture. Tout doit être martelé dans le roman. Enfin, je dis roman, des fois c'est des essais déguisés, tu vois. C'est une suite d'opinions. C'est un compte rendu des lectures de l'auteur. C'est toutes les idées de leur maître à penser. Ou alors une espèce de manifeste de leur fantasme masculin ou voire même féminin, je sais pas. Et on a collé 2-3 prénoms pour dire non, il y a des personnages, c'est un roman. Attends. Non, je suis désolé. C'est à cause de cette immédiateté-là que tout est pris au premier degré, que tout est écrit au premier degré, que tout est... Donc voilà, c'est très dommage. C'est très dommage, un livre vit dans la durée, quoi. C'est bien le propre du livre et de l'œuvre d'art, d'ailleurs, de n'importe quelle œuvre d'art. C'est pas quelque chose qu'on sort comme ça et qui va disparaître dans l'air si on se précipite pas dessus dans la seconde. C'est pas éphémère. Après, il est là, il va rester. Il mérite d'être relu. Quel que soit le livre, mérite d'être relu, quoi. On se doit d'avoir cette décence envers l'auteur, quoi. De relire. Et là, on saura s'il a été péremptoire, s'il a juste suivi un mouvement, s'il a juste... Voilà, Et c'était dans ce sens-là où je te disais un livre de chevet. C'est un livre un film ou n'importe, mais qu'on se repenche dessus en disant ah tiens, ça j'avais compris, est-ce que maintenant je le comprendrai de cette manière-là? Limbo, tout à l'heure je t'ai dit que je l'avais lu à 16 ans. Oui. Je l'ai relu après 25 ans. Je l'ai lu autrement. Tu vois. Je l'ai lu autrement, mais ça n'a rien à voir avec l'âge. C'était juste à cause d'un événement personnel qui m'a fait lire certaines choses autrement. Et c'était juste à cause à cause de ça. Mais c'est vrai que il y a peut-être certains livres que je n'abandonnerai pas, que je prendrai avec moi si jamais je me déplace quelque part. Il y a Le Nom de la Rose, qui pour une raison qui m'échappe, parce que en fait les aficionados d'Umberto Eco prétendent que ceux qui viennent après sont meilleurs, mais c'est Le Nom de la Rose. Celui-là je pourrais pas il faut, même si je le relis pas en fait, qu'il soit là. Je l'ai lu une fois, Le Nom de la Rose, mais je pourrais offrir des livres, je pourrais les donner, il y en a certains parce qu'ils m'ont été offerts, je peux pas les donner, c'est des cadeaux, c'est des souvenirs, mais celui-là non. Celui-là je pourrais pas. Il y a aussi une BD. Il y a aussi une BD. C'est bizarre de parler de ça maintenant. C'est Watchmen d'Alan Moore. Watchmen. Je connais pas. Je connais pas. Watchmen. Alors, ça a été adapté en film, c'était catastrophique. Enfin bon, bref. Watchmen, j'étais gamin. Mon père, ça lui est arrivé de rentrer avec une BD à la main comme ça. C'est des super-héros. Tiens, lis. Souvent c'est des super-héros classiques comme on connaît, voilà, on va combattre l'injustice, voilà. Bonjour, il arrive avec 2 numéros de Watchmen, il a vu machin, man, ok, ça doit être des super-héros comme d'habitude, et non. Là non. Et non. Et c'était l'édition édition initiale qui est sortie en sérial de 12 numéros, parce qu'après il est sorti en recueil, quoi. D'accord. En édition intégrale plutôt. Et j'avais que les 2 premiers numéros. Et j'ai fait tout. Les bouquinistes, tous les vendeurs à la sauvette d'Oran à l'époque pour trouver la suite, et je l'ai pas trouvé. J'étais obsédé par ce truc parce que c'était un choc pour moi. Je devais avoir 13-14 ans, quoi. Voilà, dans la BD, il y avait un avant et après Watchmen pour moi aussi. Dans la BD. Bon, plus tard, j'ai pu le lire, évidemment. J'ai pu l'acheter honnêtement. Et voilà, c'est vraiment une redéfinition totale de ce que pourrait être le comic book américain, pour être précis. Et j'estime que ce type-là, Alan Moore, donc l'auteur, et même Dave Gibbons, d'ailleurs l'illustrateur, parce que pour la petite histoire, quand j'étais gamin, je m'amusais à reproduire des cases de BD, des trucs, et j'y arrivais assez bien, pour la plupart.
Dave Gibbons, j'y arrivais jamais, parce que il y avait des expressions, il y avait des mouvements, et je me rendais toujours compte que j'y arrivais pas. Ouais. Il y avait un truc que j'arrivais pas à comprendre dans son trait, quoi. Et voilà. Et t'y arrives toujours Dave pas? Gibbons m'a appris que le dessin, c'est pas juste un ensemble de traits. Ouais. Voilà. Dave Gibbons m'a appris ça. C'est chouette aussi. Et t'y arrives maintenant? Non plus, non. Non, le dessin, j'ai arrêté quand j'ai commencé à bosser. Au bout d'un moment, Ça te manque ou pas, le dessin? ça me manque, ouais. Ah. Beaucoup. Je griffonne encore dans mon coin, mais je montre pas. Un jour, je montrerai peut-être. Ah ouais, je ça ferai serait peut-être quelque cool. chose de plus abouti, mais je sais pas encore. Ouais. On finit déjà... Ouais. On finit déjà... Attends. Non, on finit le roman et après je vais... Oui, voilà ça. On finit le On finit le roman. roman qui vient. Est-ce que tu regardes des dessins animés? Oui. Moi, j'aime beaucoup les dessins animés. Oui, bien sûr. Et c'est quoi ton dessin animé préféré? Ouh là là, j'en ai plein. Bon, 3. 3. South Park. Ouais. C'est un dessin animé? C'est un dessin animé. D'accord. Oui, c'est une série animée. Ouais, d'accord. Techniquement, c'est un dessin animé, c'est la meilleure satire de l'univers, quoi. Ok. En termes de satire, il n'y a pas mieux. Ouais. Il n'y a pas mieux. Préféré. Est-ce qu'on peut parler de films animés ou là, Oui. Bah écoute, il y a tout Ghibli, alors à ce moment-là, Ouais. on peut pas passer à côté. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc il y a un film qui est pas techniquement estampillé Ghibli, mais qui a été développé dans leur studio. Ah, d'accord. Qui est un film techniquement français, mais qui est franco-japonais par son développement. Il s'appelle La Tortue Rouge. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, je connais pas, non. Tortue Rouge. C'est un film muet. Et avec ma barbe, avec mes cheveux, j'ai pleuré comme une madeleine. Ah, C'est juste... C'est une œuvre d'art, ce film. ouais. C'est une œuvre d'art. Quand tu vois que cette année-là, aux Oscars, une merde comme Zootopia, avec Oui. l'Oscar, et que ce film était nominé et qu'il n'a rien eu, voilà. T'as envie de tout casser. Pas de tout casser, mais voilà, j'ai envie de... Je sais pas, enfin bon. En fait, ça dépeint tout ce qui est injuste maintenant dans le système d'octroi des récompenses, système de jugement des œuvres, Ouais, système, c'est ce voilà, qu'on tout disait tout à l'heure. ça. Tout ça, c'est... je comprends plus. Ouais. C'est juste le meilleur film d'animation que j'ai vu ces dernières années, en tout cas. Ouais. C'est La Tortue Rouge. Ouais. Il faut le voir. Et est-ce qu'il y a un dessin animé que tu regardais quand tu étais enfant et que tu continues à regarder, mais avec un autre prisme? Est-ce que ça t'est arrivé? Quand tu étais enfant, tu regardais quoi? Tu regardais genre Club Dorothée, Goldorak, ouais, voilà. Les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson et tout. Ouais, ce genre de truc. Est-ce que tu t'es replongé dans ces dessins animés-là, Non. adulte? Non. J'ai revu Goldorak il n'y a pas longtemps. Et alors? J'ai revu quelques épisodes. Ça t'a fait quoi? Bah, il y a le côté nostalgie et tout, mais au bout d'un moment... À part, voilà, la Madeleine de Proust, mais du coup, au bout d'un à part ça. moment, tu te dis qu'il y a de la matière et que peut-être que c'est l'époque qui voulait ça. C'était un peu limité dans le traitement. Ça gagnerait à être traité de manière différente aujourd'hui, quoi. Ouais. Ça, je vois ça plus d'un œil traitement. Tiens, et si on réécrivait un manga aujourd'hui, Ah ouais. de quoi ça aurait l'air? Ouais. Un truc qui a bercé notre enfance. Sinon, un truc qui s'est jamais démodé, c'est Tom et Jerry. Ah ouais. En le ouais. revoyant aujourd'hui, on se rend compte que Tom était dépressif. Ouais. Il était vraiment mal en point, ce chat. Skin. Il a un but dans la vie, il n'y arrive pas, et souvent on le voit dans une... Mais il est téméraire, donc ça c'est vachement bien. Téméraire, ça nous a pris le danger quand on était gosse. Mais c'est vrai qu'en le revoyant maintenant, c'est vrai que c'est limite. Enfin limite, non, c'est un truc que je montrerai à des gosses, y a pas de problème. Ouais. Les enfants sont plus intelligents qu'on croit. Oui. Ils savent très bien qu'il faut pas se foutre un fer à repasser sur la gueule. Ils sont conscients de ça. C'est pas en regardant Tom et Jerry qu'ils vont prendre des risques, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en le regardant, on se rend compte que le chat était quand même dépressif. Ouais. Voilà. Alors les deux dernières questions qui sont un peu les rituels de Machaho. Ah. La première c'est quelle est la personne que tu aimerais écouter à Machaho? Algérienne? Algérienne de préférence, ou pas très loin, pour que je puisse au moins que je puisse au moins me déplacer. Ok. Mais algérienne, ouais. Alors pour cette personne-là, je crois que tu pourrais te déplacer. Mais pour le choper, je crois qu'il a un emploi du temps assez chargé. Ah mais je suis très patiente, je peux. Ah ouais. Ouais, c'est pas. Alexandre Astier. D'accord. Voilà. Lui, ce serait chouette de l'avoir. D'accord. Tu serais le premier média algérien à avoir eu Alexandre Astier. Ok. Le challenge. Le challenge.
Et une personnalité algérienne. Une personnalité algérienne. Une personne algérienne, un citoyen algérien, pas une personnalité. Hein. J'ai tagué un jeune écrivain l'autre jour sur Instagram, sur ton compte. Oui. C'est une petite lumière, ce garçon. Ouais. Il faut absolument que tu l'invites. Ouais. Et il y a une jeune femme aussi qui est extrêmement douée. Aussi bien à l'écrit. Alors le nom de l'auteur c'est Mohamed Abdallah. Voilà. Mohamed Abdallah. Oui. Et il y a aussi une jeune femme qui est aussi bien douée à l'écrit qu'au dessin, qu'en art. C'est Linda Handala. D'accord. Et on l'entend pas beaucoup. Ouais. Ce qui est dommage parce que elle est pas ici pour faire la promo de son livre et tout. Elle est, voilà, elle est ailleurs. D'accord. Donc ce serait bien de la voir, ce serait bien de l'entendre parler longtemps. Super. Parce qu'elle a des trucs à dire. Ok. Voilà. Dernière question. Qu'est-ce que pour toi Machahou? Qu'est-ce que pour moi Machahou? Ouais. Qu'est-ce que pour moi Machahou? Est-ce que c'est une expression qui veut dire quelque chose déjà? Alors juste pour l'histoire. Alors non, j'aimerais d'abord t'entendre. Ouais. M'entendre? Oui, sur qu'est-ce que pour toi Machahou? On te dit Machahou. Qu'est-ce que ce mot-là t'embarque dans quoi? Machahou. Bah déjà j'ai été surpris en voyant le nom de l'émission quoi. Machahou, tu sais quand tu entends un truc, un son. Oui. Et que tu te fais une image dans la tête. Oui. Là ce que j'ai eu en tête c'est une expression de plaisir avec un peu de surprise. Voilà. Alors je sais pas si je me suis fourré le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, mais tu vas me corriger sûrement. Pas du tout. Okay. Non, mais c'est un ressenti de toute façon. Ok, ouais. La seule vérité qu'il y a sur Terre, c'est le ressenti de la personne. D'accord. Tu vois. Merci. Alors Machahou, oui, mais c'est ça. Ouais. Alors Machahou, c'est littéralement, c'est pas il était une fois en kabyle. Mais je parle pas kabyle, hein. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un peu il était une fois. En fait, c'est quand dans l'art oratoire berbère, de toute manière, celles qui prenaient la parole pour raconter les histoires aux petits. Donc c'était les femmes et les femmes anciennes, les grand-mères. Et on commençait. Les griottes. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et elle commençait toujours par Machahou. Et le public en fait répondait Tel Machahou. Et là on commençait l'histoire. C'est comme Hajitek. Ah, je connais pas. Hajitek, ouais, c'est ailleurs. En Algérie aussi, on dit Hajitek. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un rituel en fait. Ouais. Ah, écoute, c'est bon à savoir. Ouais, c'est chouette. Ouais. J'ai grandi à l'ouest. Hein. Ouais. T'es arrivé quand sur Alger? À l'âge de 21-22 ans, franchement, je me souviens plus. Entre 21 et 22 ans, allez, on va dire. Ouais. 22 ans. Tu sens qu'il y a une différence entre l'ouest et le centre? À la longue, ouais. À la longue, à Oran, les gens sourient dehors. Ouais. À Alger, ils sourient pas. Ni dedans, ni dehors. Dedans, ça arrive, là, regarde. Non, là, moi j'habite, je suis algéroise, entre guillemets, depuis 10 ans. C'est okay. tout. Les gens sourient pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'ils sont malheureux. Je sais pas si c'est une espèce de masque qu'ils mettent mais voilà, ce serait bien de sourire de temps en temps. Ouais. Ça joue sur le moral, le sourire. T'y retournes à Oran? Oui, j'y retourne régulièrement. Et c'est autre chose, les gens sourient. Ouais. Les gens sourient toujours. Ouais. Ils souriaient avant, ils sourient toujours. C'est beaucoup plus propre maintenant, Oran. Voilà. Il fut un temps où c'était quand même à l'abandon. Ouais. C'était pas très gai. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus classe, beaucoup plus... Voilà. C'est marrant que tu dis ça sur les Algérois, en tout cas les gens qui vivent à Alger. Non, dehors, hein. Je connais pas, dehors, les Algérois que je connais qui sont dans mon entourage, ils sont chouettes. Ouais. Mais on te voit dans la rue, en tout cas là quand t'es rentré, t'es pas une personne hyper avec un super sourire. Si. Là ça fait... Ah bon? C'est les moustaches qui cachent. Et la barbe, et les cheveux. Et Voilà, c'est les trucs là. Non, mais je souris aussi. Non, tes yeux sont pétillants, oui. Tes yeux sourient. Peut-être, ouais. Peut-être. Ça m'a valu des problèmes, ça. Mais bon. Ça sera ouais. Merci beaucoup, Liad. C'est moi qui te remercie. À très vite pour ton prochain... j'espère. Ton prochain, je ne sais quoi, mais ton prochain. Prochaine fulgurance. Ça marche. Ouais. Merci. Salut. Merci à notre invité d'être venu nous raconter sa Machahou. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Machahou, n'hésitez pas à vous abonner,
pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahoun en en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahoun et à très bientôt.